Nous ne devions pas survivre, l'éveil de Novatera. Prologue, l'annotation. Année galactique 3847. Le silence a une texture dans les archives de la coalition galactique. Ce n'est pas l'absence de son. C'est quelque chose de plus dense, de plus ancien. Un silence qui pèse sur les épaules comme une chape de plomb, qui s'infiltre dans les poumons et éteint les mots avant même qu'ils ne franchissent les lèvres. L'archiviste Zelton, une créature cristalline dont les facettes captaient la lumière bleutée des serveurs de données, parcourait les rangées infinies de dossiers morts. Ses appendices translucides effleuraient les interfaces holographiques, faisant défiler des milliers de fiches par seconde. Le bruit des données défilant résonnait dans le vide cathédral de la salle. Puis, un instant. Une milliseconde d'hésitation. La fiche Terra, Sol 003. Désignation locale, Homo sapiens. L'hologramme vacilla, projetant une lueur ambrée fantomatique. Zelton sentit une ondulation parcourir sa structure cristalline, l'équivalent d'un frisson pour son espèce. Il ne devrait pas consulter ce dossier. Les fichiers marqués « nettoyage préventif » étaient censés être purgés du système après validation finale. Mais celui-ci était encore là. Ses doigts cristallins s'immobilisèrent au-dessus du panneau tactile. Une goutte de condensation impossible, sa race ne transpirait pas, glissa le long de son bras. Il ouvrit le fichier. Le rapport s'afficha avec la froideur chirurgicale d'un verdict de mort. Espèce instable. Tendance autodestructrice critique. Nettoyage préventif effectué. Secteur scellé, 500 cycles. Taux de survie projeté, 0,000%. En un instant, des milliards de vies avaient été réduites à une ligne de code. Un chiffre. Un zéro. Zelton referma le dossier d'un geste sec. Ses facettes prismatiques reflétèrent la lumière des serveurs dans un arc-en-ciel fragmenté. Il se détourna et disparut dans les rangées infinies de l'archive, laissant derrière lui ce fantôme statistique. Ce qu'il ignorait, ce que le Conseil de stabilité dans son arrogance infinie ignorait, c'est que dans l'immensité du vide, le zéro absolu n'existe pas. Il reste toujours une étincelle. Et parfois, cette étincelle devient un incendie. Chapitre 1, le jour où le ciel s'est tu. 198 ans avant le retour, le jour de l'extinction. Elias sentit la vibration avant d'entendre le son. C'était une fréquence grave, subsonique, qui montait depuis les entrailles du Résilience et se propageait à travers les plaques de métal jusqu'à la plante de ses pieds. Puis dans ses os. Puis dans son crâne, où elle résonnait comme un gong funèbre. Ses mains agrippaient la balustrade de la passerelle de commandement. Les jointures blanchies. Les tendons saillants sous la peau. Il avait 52 ans, mais en cet instant, ses articulations lui donnaient l'impression d'en avoir 80. Par le hublot panoramique, la terre agonisait. Il ne s'agissait pas d'une mort douce, pas d'un effacement paisible. L'arme gravitationnelle de la coalition, si pure qu'elle ne laissait aucune trace radioactive, aucune cendre, rien qu'une réalité pliée, enserrait la planète comme un point invisible. L'océan Atlantique ne coulait plus. Il montait. Une colonne d'eau de 1000 km de haut s'élevait vers le ciel comme une tour liquide, défiant toutes les lois que l'humanité avait passé des siècles à comprendre. Les rayons du soleil la traversaient, créant des prismes gigantesques qui projetaient des arcs-en-ciel hallucinés sur les continents mourants en contrebas. On perd le contact avec Sydney. La voix de Sarah déchira le silence de la passerelle. Elle était assise à la station des communications, ses doigts pianotant frénétiquement sur les consoles tactiles. Des larmes coulaient sur ses joues sans qu'elle semble s'en rendre compte. L'écran devant elle affichait des lignes rouges, des connexions qui s'éteignaient les unes après les autres comme des bougies soufflées par un vent cosmique. La base lunaire ne répond plus. Tokyo est. Tokyo est. Sa voix se brisa. Elias ferma les yeux une demi-seconde. Une éternité. Dans cette demi-seconde, il revit le visage de sa fille. 9 ans. Des taches de rousseur sur le nez. Elle lui avait fait promettre de lui ramener une pierre de la lune d'Europa quand il reviendrait de son voyage commercial. Elle était à Tokyo. Il rouvrit les yeux. Ne regarde pas derrière, Sarah. Sa voix claqua comme un fouet,
brutal, impitoyable. Pousse les moteurs à 110%. Maintenant. Les mains de Sarah tremblaient, mais elles obéirent. Le Résilience rugit, ses propulseurs à fusion crachant des flammes bleues dans le vide. Autour d'eux, 71 autres vaisseaux firent de même. 72 en tout. Une flotte de fortune. Des cargos miniers aux flancs rouillés. Des transports de colons conçus pour des trajets de 3 mois, pas pour l'exode éternel. Des navires de croisière recyclés en arches de survie, leurs salles de bal transformées en dortoirs pour réfugiés. Sur les écrans tactiques, Elias voyait leur signature thermique, 72 petites flammes fragiles fuyant vers l'obscurité. Derrière eux, la Terre implosait. Ce n'était pas une explosion. C'était l'inverse. La planète se repliait sur elle-même, la croûte terrestre se fracturant en plaques titanesques qui glissaient vers le centre de gravité artificiel créé par l'arme. Les montagnes s'enfonçaient. Les océans tourbillonnaient vers un point de convergence impossible. Le bruit atteignit le Résilience quelques secondes plus tard. Un hurlement tectonique. Le cri d'agonie d'un monde de 4 milliards d'années. Nébuleuse d'Oort en approche, annonça le navigateur d'une voix blanche. 10 minutes. 10 minutes. Elias resserra sa prise sur la balustrade. Ses ongles s'enfonçaient dans le métal. Il ne regardait plus la terre. Il ne pouvait plus. Tous les vaisseaux, dit-il dans le communicateur général. Sa voix était calme maintenant. Trop calme. Le calme de celui qui a déjà accepté sa mort. Plongez dans la nébuleuse au signal. Ne vous arrêtez pas. Ne regardez pas derrière. Suivez ma trajectoire. 72 capitaines confirmèrent l'ordre. 72 voix remplies de terreur et de détermination. La nébuleuse d'Oort apparut comme un mur de pourpre toxique. Des gaz ionisés, des débris glacés, un cimetière spatial vieux de milliards d'années. Les ondes de choc de la coalition s'y fracasseraient, perdant leur cohérence dans le chaos électromagnétique. C'était leur seule chance. Plongé en 3, 2. Elias ne termina pas le compte à rebours. Le Résilience s'enfonça dans le pourpre. Le monde extérieur disparut dans un brouillard de particules chargées qui grésillaient contre les boucliers. Les hublots se voilèrent. Les instruments hurlèrent. Quelque part dans les ponts inférieurs, quelqu'un criait, mais le son était étouffé par le rugissement des moteurs poussés au-delà de leurs limites. Elias ferma les yeux. Et fit une promesse. Une promesse qui résonnerait pendant 2 siècles dans le cœur de chaque survivant, gravée dans leur ADN comme un serment de sang. Ils nous ont pris notre monde parce qu'ils le trouvaient imparfait. Sa voix était un murmure, mais elle portait dans le silence tendu de la passerelle. Très bien. Nous en fabriquerons un autre. Et celui-là. Il rouvrit les yeux. Ils ne pourront jamais l'atteindre. Chapitre 2, les forgerons du vide. 5 ans après l'extinction. L'odeur de la faim a une texture métallique. Ça se loge au fond de la gorge, ça sèche la langue, ça donne aux dents une sensibilité douloureuse. Sarah connaissait cette odeur mieux que quiconque. Elle l'avait respirée pendant 1825 jours. 5 ans de dérive dans la nébuleuse d'Oort. 5 ans de rations réduites. De recycleurs d'air en panne. De disputes pour quelques millilitres d'eau potable. De pannes de moteurs réparées avec des bouts de ficelle et des prières murmurées aux dieux morts de la terre. La flotte était à bout de souffle quand ils la trouvèrent. Sarah était de quart à la station de reconnaissance quand le signal apparut sur ses écrans. D'abord, elle crut à une hallucination, elles étaient fréquentes après 5 ans de confinement. Mais le signal persista. Une signature thermique faible. Une masse solide. Elias. Sa voix était rauque. Elle n'avait pas parlé depuis des heures. Tu devrais voir ça. Il arriva sur la passerelle en quelques enjambées, ses bottes résonnant sur le métal froid. Ses cheveux avaient blanchi aux tempes. Son visage s'était creusé, les pommettes saillantes, les yeux enfoncés dans leurs orbites. Mais quand il vit l'écran, ses pupilles se dilatèrent. Nom de code, Aerobius, lut-il à voix haute. Lune solitaire.
Composition, 81% glace d'eau, 19% roche silicatée. Gravité, 0,37 g. Atmosphère, néant. Il se tut. Ses doigts pianotèrent sur la console, zoomant sur l'image radar. Un gigantesque caillou de glace noire, tournant lentement autour d'une étoile naine rouge à la dérive. Seul. Oublié. Invisible aux routes commerciales de la coalition. Sarah le regardait. Elle voyait la mâchoire d'Elias se crisper, ses yeux parcourir les données avec une intensité presque douloureuse. « C'est un tombeau, Elias, murmura-t-elle. Le silence s'étira entre eux comme un fil tendu à se rompre. Puis Elias se tourna vers elle. Et pour la première fois depuis 5 ans, elle vit quelque chose qu'elle croyait mort dans ses yeux. De l'espoir. « Non, dit-il. » Sa voix était ferme. Résolue. C'est une toile vierge. L'atterrissage sur Aérobius fut brutal. Les propulseurs du Résilience crachèrent des flammes oranges sur la surface gelée, faisant exploser la glace en geysers de vapeur qui retombaient immédiatement, cristallisés par le froid absolu. La température extérieure affichait moins 230 degrés Celsius. Sarah descendit la rampe d'accès, sa combinaison pressurisée émettant de petits craquements à chaque mouvement. Ses bottes s'enfoncèrent dans une couche de givre noir, produisant un son étouffé, presque intime. Elle leva les yeux. Pas de ciel. Pas d'atmosphère. Juste le noir absolu du vide parsemé d'étoiles froides et indifférentes. L'étoile naine rouge brillait faiblement à l'horizon, projetant une lueur sanguine sur les plaines glacées. « C'est magnifique », murmura quelqu'un derrière elle. « C'est mortel », répondit Elias. Il se tenait à côté d'elle, son regard balayant l'horizon désolé. Puis il se tourna vers l'équipe d'ingénieurs qui descendait du vaisseau, chargée d'équipements salvagés pendant 5 ans d'errance. « Écoutez-moi tous. » Sa voix résonnait dans les communicateurs, claire et impitoyable. « Nous n'avons pas survécu pour mourir ici. Nous n'avons pas fui la terre pour nous enterrer dans ce tombeau gelé. » Il marqua une pause. Ses yeux brillaient d'une lueur féroce. « Nous allons transformer cette lune morte en quelque chose que la coalition ne pourra jamais imaginer. Nous allons la faire respirer. » Les ingénieurs échangèrent des regards incrédules. Sarah sentit un rire nerveux monter dans sa gorge. Mais Elias ne riait pas. Les 3 premiers mois furent un cauchemar d'essais et d'échecs. Dans les entrailles du Résilience transformé en laboratoire, Elias et son équipe travaillaient 20 heures par jour. Ils démontaient les épaves de sondes extraterrestres récupérées pendant l'exode des technologies Kirgati, des noyaux de gravité Veltar, des systèmes de propulsion inconnus arrachés à des carcasses de vaisseaux dérivants. Sarah les observait depuis le seuil du laboratoire. L'odeur était insupportable, ozone brûlé, métal fondu, sueur rance. Les écrans holographiques projetaient des équations qui dansaient dans l'air comme des fantômes mathématiques. Encore un échec, grommela un ingénieur en arrachant un câble d'alimentation d'un prototype fumant. Le champ gravitationnel est instable. Il s'effondre après 3 secondes. Alors stabilise-le, répondit Elias sans lever les yeux de ses calculs. Avec quoi? On n'a pas les matériaux. Trouve-les. Le ton était sans appel. L'ingénieur serra les poings, mais se remit au travail. Sarah s'approcha d'Elias. Elle posa une main sur son épaule. Sentit les muscles tendus comme des câbles d'acier. « Tu vas te tuer, dit-elle doucement. »« Nous sommes déjà morts, répondit-il sans la regarder. Le 15 mars 3847, quand la Terre a implosé. Tout ce qui suit est du temps emprunté. » Il leva enfin les yeux vers elle. Des cernes profonds creusaient son visage. Mais ses yeux brillaient d'une détermination qui faisait peur. « Je vais utiliser ce temps emprunté pour reconstruire ce qu'ils nous ont volé. Même si ça doit me coûter ce qu'il me reste de vie. » 3 semaines plus tard, ils réussirent. Le générateur de pression Marquis s'activa dans un bourdonnement grave qui fit vibrer les parois du laboratoire. Un champ de force gravitationnelle invisible se déploya au-dessus d'un cratère expérimental de 100 mètres de diamètre. Les forages profonds activés quelques jours auparavant avaient percé la croûte gelée d'Aérobius,
libérant les gaz emprisonnés dans ses entrailles volcaniques endormies. Méthane. Dioxyde de carbone. Vapeur d'eau. Et sous le dôme de force, l'impossible se produisit. Les gaz restèrent piégés. La pression monta. La température grimpa. La glace commença à fondre. Sarah regardait les écrans, incrédule. Les capteurs affichaient des données qui n'auraient pas dû exister, plus 12 degrés Celsius à l'intérieur du dôme. Une atmosphère primitive. Des molécules d'oxygène commençant à se former par électrolyse. Par tous les dieux, murmura-t-elle. Elias ne disait rien. Il regardait fixement le cratère par les hublots d'observation, ses mains tremblant légèrement. Puis il se tourna vers l'équipe. Échelle planétaire, dit-il simplement. Dans 6 mois. Ce fut un miracle technologique. 300 générateurs déployés en réseau sur toute la surface d'Erebus. Des forages atteignant 30 km de profondeur. La Lune entière se transforma en une forge titanesque. Sous des dômes de force invisibles depuis l'espace, la glace fondit, révélant une terre riche en minéraux volcaniques. Et 43 mois après l'atterrissage, Sarah planta les premières graines de blé terrestre dans un sol enrichi par la chimie Veltar. Elle s'agenouilla dans la terre humide de la terre, bon sang, de la vraie terre, et enfonça ses doigts dans le substrat tiède. Le grain de blé glissa de sa paume. Elle le recouvrit doucement. Quand elle se releva, des larmes coulaient sur ses joues. Autour d'elle, sous un ciel artificiel teinté de bleu par les noyaux d'énergie volés à l'ennemi, s'étendait un champ de plusieurs hectares prêt à être ensemencé. Erebus mourut ce jour-là. Et Novaterra naquit. Chapitre 3, la cité souterraine. 20 ans après l'extinction. Le premier enfant né sur Novaterra ne pleura pas. Maya, ainsi nommée en hommage à une civilisation terrestre disparue, ouvrit les yeux dans le silence stérile de la salle médicale, ses pupilles d'un bleu profond scrutant les lumières artificielles au-dessus d'elle. Les médecins attendirent le cri. Il ne vint jamais. À la place, le bébé tourna la tête avec une précision troublante et fixa sa mère d'un regard qui semblait déjà comprendre. « C'est normal ?» demanda la mère, sa voix teintée d'inquiétude. Le docteur Chen, un homme aux tempes argentées qui avait survécu à l'extinction, observait les lectures biométriques avec une fascination mêlée d'appréhension. « Elle est en parfaite santé », dit-il lentement. Mais... Il ne termina pas sa phrase. Sur l'écran, les données étaient claires, densité osseuse supérieure de 40%. Développement neuronal accéléré. Adaptation à la gravité réduite déjà inscrite dans la structure musculaire. Novaterra ne créait pas seulement une nouvelle civilisation. Elle créait une nouvelle humanité. 20 ans après l'atterrissage, Novaterra était devenue un secret gardé par 3 millions d'âmes. Sarah, désormais âgée de 62 ans mais paraissant à peine 50 grâce au traitement de longévité développé sur place, marchait dans les artères principales, ces boulevards de verre et de titane qui s'étendaient sur des centaines de kilomètres sous la surface. Ses pas résonnaient sur le sol poli. Au-dessus d'elle, des dômes transparents révélaient le ciel artificiel de Novaterra, un bleu impossible créé par la diffusion contrôlée de la lumière stellaire à travers les générateurs atmosphériques. Mais ce qui la stupéfiait le plus, c'étaient les arbres. Ils poussaient à l'intérieur des biodômes géants, leurs branches s'étirant vers le plafond voûté. Des chaînes terrestres côtoyaient des plantes génétiquement modifiées qui brillaient faiblement dans l'obscurité, projetant une lueur phosphorescente verte sur les allées. Des enfants couraient entre les troncs. La deuxième génération. Ils étaient différents. Plus grands, plus minces, leurs membres adaptés à la gravité réduite. Leurs mouvements avaient une fluidité presque féline. Quand ils sautaient, et ils sautaient constamment, pour le plaisir pur de défier ce qui ressemblait à de la gravité, ils s'élevaient de 3 mètres sans effort. Sarah s'arrêta devant une fontaine centrale. L'eau recyclée jaillissait en arcs gracieux, retombant avec une lenteur hypnotique. Elle plongea sa main dans le bassin. L'eau était fraîche, pure. Impressionnant, n'est-ce pas? Elle se retourna. Elias se tenait derrière elle, appuyé sur une canne. À 82 ans, il refusait obstinément les traitements de rajeunissement avancés.
Je veux me souvenir du prix que nous avons payé, disait-il. Ses yeux, cependant, brillaient toujours de cette intensité féroce. 3 millions d'habitants, dit Sarah. Des cités de la taille de pays. Comment est-ce que la coalition ne nous a pas encore détectés? Elias sourit. Un sourire de prédateur. Parce qu'il ne regarde pas les lunes mortes. Il pointa sa canne vers le plafond. Pour leur scanner, Aerobius est toujours un caillou gelé sans intérêt. Les générateurs de camouflage que nous avons développés à partir de la technologie Velta réfractent toutes les signatures thermiques vers l'intérieur. Il se tourna vers elle. Nous sommes invisibles, Sarah. Un fantôme qui construit un empire sous leur nez. Dans les niveaux inférieurs, les forges hybrides crachaient leur création jour et nuit. Sarah descendit l'ascenseur gravitationnel, une merveille technologique qui utilisait des champs de force pour déplacer les passagers verticalement sans câble ni propulsion. Les parois translucides révélaient les strates de la civilisation, niveaux résidentiels, zones agricoles, districts industriels, et enfin, tout en bas, les forges. L'odeur la frappa dès que les portes s'ouvrirent. Métal en fusion. Ozone. Quelque chose d'indéfinissable, une senteur presque organique qui donnait la chair de poule. Les forges n'étaient pas des usines ordinaires. C'étaient des cathédrales de feu et de technologie, où des alliages impossibles prenaient forme sous la supervision d'ingénieurs de 3e génération dont les esprits avaient été augmentés par des implants neuraux. Madame Sarah. Une jeune femme, Maya, maintenant âgée de 20 ans et chef des opérations, s'approcha d'un pas vif. Ses yeux brillaient d'excitation. Vous devez voir ça. Elle l'entraîna vers une plateforme d'observation surplombant la forge principale. En contrebas, un alliage liquide de couleur pourpre tourbillonnait dans des cuves de confinement magnétique. Nous l'avons appelé Adamantium X, expliqua Maya. Un composite de titane terrestre, de cristaux Kirgati et de polymères Veltar. Il est 3 fois plus résistant que tout ce que la coalition utilise, et il s'auto-répare au niveau moléculaire. Sarah observait le métal liquide, fascinée. Autoréparation? Les polymères Veltar ont une structure semi-organique. Quand l'alliage est endommagé, ils réorganisent la matrice cristalline pour combler les fissures. Maya sourit. Nous construisons des vaisseaux avec ça. Des vaisseaux qui guérissent leurs blessures. Sarah sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. Elias avait raison. Il ne survivait plus. Il dépassait. Chapitre 4, l'espionnage et le réseau fantôme. 75 ans après l'extinction. Kira n'avait jamais connu le poids naturel d'une planète. Née sur Novaterra, fille de la 3e génération, elle avait grandi dans les 0,37 G de la Lune morte transformée en paradis. Pour elle, l'espace n'était pas un lieu hostile. C'était un terrain de jeu. Elle flottait dans le cockpit du Spectre 7, les mains effleurant les commandes holographiques avec une grâce née de 20 ans d'entraînement. Autour d'elle, le vaisseau n'émettait aucune lumière, aucune chaleur, aucune signature électromagnétique. Les spectres étaient des fantômes. Construits en matériaux absorbant les neutrons, recouverts d'une peau réactive qui imitait le vide absolu, ils étaient invisibles même aux scanners les plus sophistiqués de la coalition. Distance à la capitale, 2 millions de kilomètres, annonça l'IA de bord. Une voix féminine, douce, presque apaisante. Temps estimé avant détection, 0. Kira sourit dans l'obscurité du cockpit. Exactement comme prévu. Devant elle, la capitale galactique brillait comme une étoile artificielle. Une structure orbitale gigantesque, un anneau de cristal et de métal de 300 km de diamètre. Le cœur battant de la coalition. Et elle s'en approchait. Mètre par mètre. Seconde par seconde. Son rythme cardiaque était calme. 23 battements par minute, un autre effet des modifications génétiques développées sur Novaterra. Son cerveau fonctionnait avec une clarté cristalline, chaque neurone synchronisé dans une harmonie qui aurait semblé surhumaine à ses ancêtres terrestres. Relais de communication emporté, dit l'IA. Initialisation du piratage. Kira ne toucha pas les commandes. Elle pensa simplement l'ordre. Les implants neuraux à la base de son crâne traduisirent l'intention en signal électrique.
Le Spectre 7 déploya une antenne microscopique. Un filament de quelques nanomètres de diamètre qui s'étira vers le relais de la coalition comme un tentacule invisible. Contact. Les données affluèrent. D'abord, un torrent incompréhensible de codes, de protocoles, de barrières de sécurité. Puis, à mesure que les algorithmes de décryptage de Novaterra faisaient leur œuvre, les informations commencèrent à prendre forme. Des rapports administratifs. Des routes commerciales. Des allocations de ressources. Puis, quelque chose de plus profond. Les archives historiques. Kira sentit sa gorge se serrer quand elle vit les fichiers. Des milliers d'espèces cataloguées, classées, évaluées selon des critères froids et impitoyables. Et parmi elles, Terra Sol 003. Elle ouvrit le fichier. Ses mains tremblaient légèrement malgré son entraînement. Les images apparurent. La Terre. Belle, bleue, tournant paisiblement sur son axe. Puis l'arme gravitationnelle. La planète se repliant sur elle-même. Les océans montant vers le ciel. Le tout traité avec la banalité d'un rapport de maintenance. Procédure de nettoyage préventif effectuée. Efficacité, 99,9999%. Coût, négligeable. Recommandation, surveillance du secteur inutile. Kira ferma les yeux. Respira profondément. Quand elle les rouvrit, quelque chose avait changé dans son regard. La peur qui avait guidé ses ancêtres pendant 75 ans venait de se transformer en quelque chose de plus dense, de plus froid. Une fureur absolue. Elle plongea plus profondément dans les archives. Et découvrit que la Terre n'était pas la première. 27 civilisations avant elle. 27 espèces jugées instables et effacées avec la même efficacité administrative. La coalition ne protégeait pas la paix galactique. Elle gérait un cheptel. Téléchargement terminé, annonça l'IA. Recommandation, extraction immédiate. Kira acquiesça. Ses doigts dansèrent sur les commandes. Le Spectre 7 se désengagea du relais et glissa silencieusement vers l'obscurité. 3 jours plus tard, elle posait son vaisseau sur Novaterra. Quand elle descendit la rampe d'accès, Elias, désormais âgé de 127 ans, maintenu en vie par une technologie qui repoussait les limites du possible, l'attendait. Il vit son visage. Et comprit immédiatement. « Tu as trouvé quelque chose » dit-il. Ce n'était pas une question. Kira hocha la tête. Sa mâchoire était crispée. « Ils ne nous ont pas tués par peur » dit-elle. « Ils nous ont tués par ennui. Comme on écrase un insecte parce qu'il fait du bruit. » Elle tendit une datacarte à Elias. « Nous ne sommes pas les premiers. Et si nous ne faisons rien ?» Elle ne termina pas sa phrase. Elias inséra la carte dans son lecteur neural. Les images affluèrent dans son esprit vieillissant. Les 27 civilisations détruites. Les rapports froids. L'arrogance absolue. Quand il rouvrit les yeux, des larmes coulaient sur ses joues ridées. « Alors nous ne serons pas les derniers non plus » dit-il d'une voix tremblante de rage contenue. Il se redressa, s'appuyant sur sa canne. Convoque le conseil de Novaterra. Tous les directeurs. Tous les commandants militaires. Il regarda Kira droit dans les yeux. Le temps de la poussière est fini. Nous allons leur rappeler que l'humanité n'a jamais demandé la permission d'exister. Chapitre 5, la mobilisation. 150 ans après l'extinction. Le chantier naval orbital de Novaterra s'étendait sur 50 000 km3. Commandé Jao, descendant direct d'Elias, portant le même regard d'acier, se tenait sur la passerelle d'observation, ses yeux balayant l'immensité de la construction. Des milliers de vaisseaux chimères flottaient dans le vide, illuminés par les arcs de soudure des drones de construction. Ces navires n'avaient rien à voir avec les cargos de fortune qui avaient fui la Terre 150 ans plus tôt. C'étaient des prédateurs spatiaux. Leur coque en adamantium X luisait d'un éclat pourpre sous la lumière de l'étoile naine. Leur design évoquait quelque chose d'organique, presque vivant, comme si la frontière entre machine et créature s'était effacée. « Statut des systèmes de propulsion » demanda Jao.
Moteur de distorsion opérationnel à 100%, répondit l'officier tactique. Les générateurs de singularité sont calibrés. Nous pouvons créer des puits gravitationnels stables jusqu'à cette année-lumière. Zhao hocha la tête. Les moteurs de distorsion étaient le joyau de Novaterra. Plutôt que de voyager à travers l'espace, ils pliaient la réalité elle-même, créant des raccourcis dans le tissu spatio-temporel. Un vaisseau chimère pouvait apparaître à l'autre bout de la galaxie sans laisser la moindre trace de son passage. Et les systèmes d'armement ? L'officier sourit. Un sourire qui ne montait pas jusqu'aux yeux. Les canons gravitationnels sont en ligne. Ils utilisent le même principe que l'arme qui a détruit la Terre, mais en plus concentré. Nous pouvons créer un puits de gravité localisé capable de broyer un vaisseau en une microseconde. Il marqua une pause. Et les boucliers sont vraiment spéciaux. Zhao leva un sourcil. Montre-moi. Sur l'écran tactique, une simulation s'activa. Un vaisseau chimère apparut, entouré d'un champ de force invisible. Puis un tir d'énergie, l'équivalent d'un canon de croiseur de la coalition, frappa le bouclier. L'énergie ne se dissipa pas. Elle fut absorbée. Le bouclier se mit à briller, de plus en plus intensément, accumulant l'énergie du tir ennemi. Puis il la libéra. Un rayon concentré d'une puissance décuplée jaillit du vaisseau, vaporisant la cible sur l'écran. Les boucliers ne se contentent pas de protéger, expliqua l'officier. Ils se nourrissent des attaques ennemies. Plus on nous tire dessus, plus nous devenons dangereux. Zhao observait l'écran, fasciné. Combien de vaisseaux sont opérationnels ? 12 000 chimères. 300 croiseurs lourds. 50 vaisseaux mers. Zhao se tourna vers la fenêtre d'observation. Au loin, Novaterra brillait sous son voile de camouflage, belle et mortelle. 150 ans, murmura-t-il. 150 ans de préparation. De rage contenue. De justice différée. Il activa son communicateur général. Sa voix résonna dans tous les vaisseaux, dans toutes les bases, dans chaque recoin de Novaterra. Citoyens de Novaterra. Descendants de ceux qu'on a voulu effacer. Le message d'Elias résonne encore dans nos cœurs, le temps de la poussière est fini. Il marqua une pause, laissant les mots résonner. La coalition a cru que le silence était leur victoire. Ils ont tort. Le silence était notre forge. Et maintenant ? Ses yeux brillèrent d'une lumière froide. Maintenant, nous allons leur rappeler que l'humanité ne meurt pas. Elle évolue. Épilogue, 2 siècles plus tard. En 4047 le retour. L'espace au-dessus de la capitale galactique sembla se déchirer. Ce n'était pas une métaphore. Les observateurs, et il y en avait des millions, des créatures de 100 espèces différentes regardant le ciel de leur monde respectif, virent littéralement le tissu de la réalité se fissurer comme une vitre frappée par un marteau invisible. Puis les fissures s'illuminèrent. Des milliers de signatures thermiques apparurent simultanément, surgissant de nulle part, violant toutes les lois connues de la navigation spatiale. Les vaisseaux de Novaterra ne voyageaient pas à travers l'espace. Ils le pliaient. Dans la salle du Conseil de stabilité, une structure orbitale gigantesque où siégeaient les représentants des espèces dominantes, l'alarme retentit avec une intensité qui fit vibrer les parois cristallines. Signatures inconnues. Des milliers. Origine ? Impossible à déterminer. Les codes de navigation ne correspondent à aucune espèce répertoriée. Le grand coordinateur Velshara, une entité arachnéenne dont les 8 yeux composés scrutaient simultanément 12 écrans holographiques, sentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis 3 siècles. De la peur. Activez les défenses planétaires, ordonna-t-elle. Sa voix synthétisée tremblait légèrement. Toutes les flottes en position 2. Les écrans moururent. Tous. Simultanément. Puis ils se rallumèrent. Et sur chaque écran, dans chaque foyer, sur chaque vaisseau de la coalition, le même visage apparut. Kira. Arrière-petite-fille d'Elias. Commandante de la flotte de Novaterra. Ses yeux, d'un gris métallique qui n'existait pas dans la génétique humaine d'origine, fixaient la caméra avec une intensité qui glaçait le sang.
Il y a 2 siècles, commença TL. Sa voix était calme. Posée. Mortelle. Vous avez voté notre fin. Dans la salle du conseil, Velchara sentit ses appendices se raidir. Vous avez effacé nos noms de vos cartes. Vous avez pensé que le silence était votre allié. Kira se pencha légèrement vers la caméra. Derrière elle, on pouvait apercevoir la passerelle de commandement d'un vaisseau au design impossible, des courbes organiques fusionnées avec une technologie qui semblait vivante. Mais dans ce silence, continua-t-elle, nous avons bâti un monde que vous ne pouvez pas comprendre. Nous sommes Terra Sol 003. Elle marqua une pause. Un sourire sans joie étira ses lèvres. Et nous sommes le rappel que la vie ne demande pas la permission d'exister. Les écrans s'éteignirent. Puis, dans le ciel de la capitale galactique, les vaisseaux de Novaterra s'illuminèrent. Il n'y eut pas de massacre. Pas de bataille titanesque. Juste une démonstration de force si absolue, si écrasante, que toute velléité de résistance s'éteignit d'elle-même. Les canons gravitationnels de la coalition, les mêmes qui avaient détruit la Terre, furent neutralisés en quelques secondes par des contre-mesures que personne n'avait pu anticiper. Les boucliers planétaires s'effondrèrent comme du papier mouillé. La coalition ne tomba pas dans le feu. Elle s'effondra dans la honte. 3 mois plus tard, dans les ruines de l'ancienne salle du Conseil, Kira se tenait debout devant les représentants des espèces soumises. Elle ne portait pas d'uniforme militaire. Juste une simple tunique de lin, teinte du bleu caractéristique du ciel artificiel de Novaterra. « Nous ne voulons pas de votre trône, dit-elle. Sa voix résonnait dans le silence pesant. Nous ne voulons pas gouverner la galaxie. Elle se tourna vers les hologrammes des planètes membres. Nous voulons quelque chose de plus radical. Elle leva la main. Dans sa paume, un projecteur miniaturisé s'activa, déployant une carte galactique en 3 dimensions. Liberté absolue de développement pour chaque espèce. Aucune intervention. Aucun nettoyage préventif. Aucune arrogance déguisée en protection. Les murmures s'élevèrent. Incrédulité. Espoir. Peur. Et si une espèce devient dangereuse, demanda un représentant Kirgati. Kira sourit. Un sourire qui ne montait pas jusqu'à ses yeux. Alors elle devra affronter ce que l'humanité est devenue quand on l'a acculée à l'extinction. Elle éteignit la projection. Novaterra restera dans sa nébuleuse. Comme une sentinelle. Un rappel vivant que la volonté de survivre peut transformer une lune morte en paradis. Elle se détourna pour partir, puis s'arrêta sur le seuil. Ah, une dernière chose, dit-elle sans se retourner. Les archives ont été mises à jour. Terra Sol 003 n'est plus marqué comme éteint. Elle marqua une pause. Nous sommes marqués comme observateurs. Et nous n'oublions jamais. La transmission se termina ainsi. Dans toute la galaxie, des millions d'êtres regardaient le ciel nocturne différemment. Quelque part, dans la nébuleuse d'Oort, sous un ciel bleuté forgé par la volonté humaine, des enfants couraient dans des champs de blé en riant. Ils ne savaient pas qu'ils n'auraient jamais dû exister. Ils ne savaient pas qu'ils étaient le produit de 2 siècles de détermination acharnée. Ils savaient juste qu'ils étaient vivants. Et que parfois, c'est tout ce qui compte. Fin.